Vous êtes à la fois un médecin, vous étiez un grand professionnel pendant 40 ans et vous avez accepté, il y a quelques années, d'être le président de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France. Vous êtes président d'une commission qui traite de sujets sociaux, économiques et surtout médicaux. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu quelle est la tâche de cette commission? Qu'est-ce que vous y faites à la tête? Et quels sont un peu les grands sujets, les grands thèmes que Oui. vous y abordez? Nous essayons de répondre aux demandes qui nous sont faites par la Fédération protestante de France concernant des sujets de société, mais aussi des sujets de bioéthique. Donc, les 3 dernières années ont été denses, occupées par la révision de la loi de bioéthique. Donc, le président de la Fédération protestante de France savait que l'Élysée et Matignon allaient demander à l'ensemble des cultes français, c'est-à-dire aussi bien les chrétiens que les bouddhistes, que les musulmans, que les juifs, que les libres penseurs, allaient leur demander de se positionner sur un maximum de sujets qui étaient à l'ordre du jour pour la révision de la loi de bioéthique. Alors, nous, du côté de la Fédération protestante de France, nous avons choisi de traiter 3 sujets tout particulièrement: le début de vie, la fin de vie et les expériences qu'on peut pratiquer sur l'embryon. Donc, nous avons toujours procédé de la même façon. Comme toujours en théologie protestante, il n'était pas question d'édicter des dogmes ou des conduites à tenir. Nous proposions des éléments de réflexion pour aider pasteurs, mais aussi fidèles de nos communautés, à se faire leur propre opinion sur la problématique en question. Alors, si vous le souhaitez, je vais prendre un des sujets. Donc, je propose de prendre la PMA, donc procréation médicalement assistée. Oui, qui a été un débat qui a beaucoup animé ces derniers mois. Voilà. Donc, la question était de savoir comment se situe le protestantisme par rapport à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, en plus de l'ouverture des techniques aux couples infertiles, puisqu'on ne parle plus de stérilité. Le terme stérile est stigmatisant. Donc, on ne parle plus que d'infertilité aujourd'hui. Alors, nous avons procédé de la façon suivante. Nous avons d'abord interviewé plusieurs médecins qui étaient spécialistes de ce sujet-là, pour essayer de voir où nous en sommes. Donc, nous avons appris et nous avons écrit que, en fait, 15% à presque 20% des couples français qui ont vécu ensemble 2 ans ont un problème d'infertilité, souffrent d'infertilité, et ce chiffre augmente. Alors, il augmente pour des questions de style de vie, il augmente pour des questions environnementales, probablement, même si on n'en est pas sûr, ce qui fait que actuellement, dans une classe de maternelle, il y a au minimum 1, sinon 2 enfants qui sont nés par PMA. Alors, cette PMA consiste donc à, la plupart du temps, à prélever un ovocyte chez la mère, et on féconde cet ovocyte par du sperme du papa dans une éprouvette. C'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Donc, il y a entre, disons, 3 et 4,1% des naissances en France qui se font par FIV. Alors, le protestantisme, là, c'est bien clair, n'a rien à redire, aussi bien dans sa composante évangélique que dans sa composante luthéro-réformée, pour l'utilisation de la PMA au sein d'un couple homme-femme. Il considère que ce n'est là qu'une parenthèse technique.
contrairement à d'autres confessions qui ont des opinions différentes sur la Ils sont très question. réservés sur le système. Ouais, Voilà. la technique. Après, se posait le problème de l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc là, nous avons retrouvé la richesse de notre diversité au sein du protestantisme. Parce que nous avions d'un côté, mais je ne voudrais pas le dire de cette façon-là, nous n'avions pas d'un côté des évangéliques et de l'autre côté des luthéro-réformés. Parce que dans chacune de ces deux tendances, nous avions une majorité pour et une importante minorité contre. Ce n'étaient pas les mêmes. Donc, il a fallu que nous discutions ensemble, que nous trouvions des arguments. Et je veux dire, ça s'est bien passé dans ce sens que nous avons pu nous écouter les uns les autres et nous avons pu rédiger un texte dans lequel nous disions, pour les points suivants, nous sommes tous d'accord et là, nos chemins divergent. Donc, il y avait à peu près la moitié des luthéro-réformés qui pensaient que ce problème d'ouverture devait se faire, mais il y avait aussi presque 40% des évangéliques qui pensaient que cette ouverture devrait se faire. Il y avait une petite majorité de luthéro-réformés, non, une petite majorité d'évangéliques, mais pas plus de 60% qui étaient contre. Et il y avait quand même une minorité de presque 40% de luthéro-réformés qui n'y étaient pas favorables. Donc, dans le texte, nous avons dû dire que, sans l'exclure formellement, nous sommes réticents à donc la généralisation de cette technique, tout en sachant très bien que, y compris dans notre corps pastoral, nous avons déjà des exemples. Nous avons des exemples de demandes de bénédiction, de bénédiction de couples de même sexe. Nous avons même eu des demandes d'enfants nés par insémination artificielle dans un couple de femmes. Et donc, oui. Je voulais m'intéresser sur le mot réticence. Ça ne veut pas dire opposition. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelle est la nuance là que vous voulez apporter? Non. Alors, réticence peut être compris de deux façons. Réticence, bon, je sais que ça se fait, mais je préfère que ça ne se fasse pas. Ou bien, bon, je sais que c'est interdit, mais dans certains cas, on pourrait l'envisager. D'accord. D'accord, mais c'est toujours des positions très nuancées qui sont difficiles à exprimer à l'extérieur. C'est toujours la même chose. Oui, et c'est ce qu'on nous reproche dans les instances ecclésiastiques. On nous dit qu'on souhaiterait de notre part une prise de position plus ferme, plus unilatérale, mais je crois que dans l'ADN du protestantisme, il vit d'ailleurs plutôt bien sa diversité, puisque contrairement à la société française, nous sommes capables de parler entre nous, même en cas de désaccord, et nous sommes, je dirais, assez doués pour le dissensus. Nous sommes capables. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait tordre le bras à des gens. On pense souvent qu'il faudrait tordre le bras à quelques-uns pour que tout le monde soit d'accord, mais ça marche pas comme ça. Voilà. Sur l'autre, j'avais une question qui rejoint un peu notre actualité par rapport à la fin de vie. On a vu ces temps derniers, beaucoup de drames même, de gens qui mouraient seuls, qui étaient dans des situations assez graves au niveau de la fin de vie. Alors là, c'est pas directement votre sujet, mais comment vous êtes prononcé là-dessus sur ce qui se passait aujourd'hui, ces temps-ci? Il y a eu beaucoup de personnes qui ont contesté l'idée qu'il ne fallait pas aller faire de visite aux personnes âgées. Est-ce que vous avez dit quelque chose par rapport à cette question là, des personnes âgées qui sont en grand nombre décédées ces temps derniers? Alors, une intervention là-dessus? Oui, comme nous sommes confinés, comme tout le monde, oui. Nous en avons parlé entre nous en visioconférence, mais nous n'avons pas encore, à ce jour, émis de texte là-dessus. Mais disons, pour nous, ça fait partie d'un grand texte que nous souhaitons écrire sur la solitude en fin de vie.
ici, c'est la solitude poussée à l'extrême. Et je veux dire, en Allemagne, on a déconfiné les maisons de retraite en disant qu'une visite par semaine était possible maintenant. C'est vrai qu'à partir de ce week-end, en France, ce sera possible aussi. Mais je veux dire, est-ce que c'était vraiment indispensable de faire un lockdown aussi important? Bon, je sais bien que l'épidémie se propageait à vitesse grand V, mais je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, parce que ce n'est pas exactement ma spécialité. Hein. Donc, mais nous sommes conscients de ce problème-là et nous allons le voir dans le cadre d'un texte que nous voulons rédiger sur la solitude en fin de vie en France. Alors, pour terminer sur l'histoire du déconfinement, ça c'est peut-être personnellement, hein, je sais pas, c'est pas la commission qui s'est prononcée. Oui. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à ça? Est-ce que vous êtes très inquiet par rapport aux histoires des écoles, etc.? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher tel qu'on a prévu, avec les exemples qu'on a à l'étranger, ou est-ce que c'est de très grands risques qui sont pris par rapport au gouvernement? Non, je ne suis pas optimiste parce Oui. que je pense que quand je vois la façon dont le confinement a été vécu en France, je pense que les 2 premières semaines après le déconfinement, il y a quand même un risque, et ça nous a été confirmé par les instructions que l'on a eues du ministère de la Santé. On s'attend à un petit rebond, pas aussi important, Dieu merci, que ce qu'on a connu, mais moi je pense qu'il y aura un rebond. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra faire après? Je ne sais pas si vous avez vu dans les news, on nous parle déjà d'un reconfinement éventuel, et même Angela Merkel en Allemagne reste très prudente en disant que c'est un succès fragile. Et je pense que si vous le souhaitez, on peut terminer par un chiffre. C'est le fameux chiffre qui est le facteur de contamination. Oui. Grâce au confinement en France, nous avons pu passer de 3,3 le 12 mars à 0,7 aujourd'hui. Juste pour vous dire, si nous remontions à 1,1, notre système de santé pourrait être saturé en octobre. Si nous montons à 1,2, il pourrait être saturé en juillet. Je crois qu'avec ces chiffres-là, on peut réfléchir. Oui, ouais, ça donne confiance, mais c'est limité. Hein. Ouais. C'est une confiance prudente. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je Mais vous de remercie rien. pour toutes ces précisions.